ça, c'est un livre exceptionnel. Mais la série, c'est plus compliqué. On en parle juste après le générique. Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne 4 7e art, c'est Xavier et aujourd'hui je vais vous parler de la saison 3 de House of the Dragon, une saison en demi-teinte et qui ne fait que baisser. La saison 2 était déjà elle-même une mauvaise saison, en tout cas une saison bien plus basse que n'était l'excellence de la première, qui ne s'occupait réellement que des Targaryens, que de cette famille, et c'est peut-être là où elle avait trouvé sa superbe. En ne se concentrant pas sur d'autres familles et sur d'autres personnages secondaires, on avait un récit plus resserré et beaucoup plus tragique. Et ça me plaît énormément. Ici, avec la saison 2, on a eu George R.R. Martin, l'auteur de House of the Dragon ou de Game of Thrones, qui a quitté les lieux, qui a claqué la porte. Ryan Condal, qui était le scénariste avec lui, eh bien, il est tout seul à l'heure actuelle et on comprend que George R.R. Martin ait été fâché des décisions prises par Ryan Condal parce qu'il y a beaucoup de personnages qui ne sont plus du tout les mêmes entre les écrits et ce qu'il propose. Évidemment, adapter un livre, c'est aussi faire des sacrifices, c'est faire des modifications, c'est se l'approprier. Mais quand on ne comprend pas le récit de base ou quand on ne comprend pas les personnages, eh bien, on en arrive à House of the Dragon saison 2 ou saison 3 où beaucoup de personnages secondaires n'ont rien à faire là ou en tout cas n'ont plus rien à faire là alors qu'en saison 1, ils avaient de la puissance. Alors, il n'y a pas que des fautes de la part de la série, il y a des personnages qui retrouvent un petit peu plus de talent que dans les écrits. Par exemple, Viserys, le roi, dans la saison 1, George R.R. Martin a salué la performance de Paddy Considine en disant qu'il était un bien meilleur Viserys qu'il ne l'avait écrit. Donc vous voyez, il n'y a pas que des erreurs. Pour la saison 2 et la saison 3, je trouve que s'il y a bien une actrice qu'il faut saluer et mettre en avant, c'est Emma Darcy. Emma Darcy, c'est Rhaenyra Targaryen. C'est une actrice qui se donne à 200% dans toutes ses scènes. Et elle est absolument sublime à regarder, elle est absolument bluffante, mais elle est seule face à un récit qui, au niveau de son scénario, ne fait que baisser. Alors, au niveau de la forme, il n'y a toujours aucun problème, il y a toujours un gage de qualité, mais au niveau de son scénario, de ce que ça veut raconter, eh bien, il y a bien des moments où on s'ennuie fermement. On pense à Daemon à Harrenhal en saison 2, et on nous reproduit le même schéma en saison 3, ici avec Aemond, qui va passer le clair de son temps à Harrenhal, et encore une fois, juste pour ralentir les choses. Et c'est des moments qu'on aurait pu donner à d'autres personnages clés qui auraient pu s'étoffer et avoir de la dynamique, etc. Ce n'est pas le cas. Mais je dois dire que entre le livre et la série, je préfère 1000 fois le livre. Et il est donc si compliqué d'adapter George R.R. Martin avec sa tragédie, avec sa manière d'écrire ses personnages. On a des tas de personnages en saison 3 ici qui ne servent absolument à rien. Je pense à Mysaria, la chuchoteuse de Rhaenyra, qui devrait, comme Varys l'était à l'époque de Game of Thrones, avoir plein de petits chuchoteurs à droite à gauche dans la ville et avoir des informations ici, à part lui servir d'objet sexuel à des moments, eh bien elle ne sert à rien. À part amener une scène lesbienne, elle n'a aucune place dans le récit. Criston Cole, qui était l'amoureux de Rhaenyra en saison 1, qui depuis a eu de la haine et s'est engagé du côté vert, eh bien Criston Cole non plus, on ne sait pas quoi en faire, c'est absolument lamentable. Donc on le fait errer, puis se battre, mais finalement le combat, on veut le rendre un peu ridicule, on veut pas qu'il gagne comme il aurait souhaité, on veut pas qu'il marque l'histoire, il va mourir comme une merde, et au final on se demande pourquoi son armée le suit alors que
il veut s'engager dans un combat, ils sont pas obligés de vouloir mourir tous pour lui, hein. Ils peuvent dire, bah non, si tu veux crever comme une merde, démerde-toi, quoi. Nous, on s'engage pas là-dedans. On avait le récit avec cette saison, avec Tyland, Aegon et puis Larys. Larys, je crois qu'il s'appelle. Et alors, les trois m'ont profondément ennuyé. Déjà, Tyland Lannister, on se demande comment il survit à son premier épisode. Ça, je passe les détails. Pour moi, ça, rien que ça m'énerve. Donc, Tyland qui survit, ok. Celle qui meurt, Thaïlande avait un combat avec une actrice, une jeune pirate, une jeune chef. Elle était insupportable déjà en saison 2 et c'est vraiment l'écriture du personnage féminin qui a raison sur tout pour qu'il ait raison sur tout. Parce qu'honnêtement, on ne voit pas comment elle pourrait l'emporter, etc. Alors elle a une grande gueule, etc. J'étais content qu'on s'en débarrasse au tout premier épisode, je vous le dis. Et puis, on a eu quand même des choses en saison 2 qui n'ont pas pardonné au niveau des spectateurs et qui ont fait que les spectateurs l'ont fait savoir. C'est que la série s'est terminée en demi-teinte, il y a eu deux épisodes en moins, et les 2 épisodes que vous auriez dû voir, eh ben, ils se retrouvent en tout début de saison 3. Et donc les 2 premiers épisodes sont clairement ce qu'on aurait dû voir. Donc oui, le premier épisode, c'est une bataille, il en met plein la vue, il y a des aberrations au niveau de l'écriture, mais soit. C'est quand même bien fait, il y a une envie. Vous avez adoré l'épisode 1, ce n'est pas mon préféré. Ensuite, l'épisode 2, on a une attaque, on a Rhaenyra et Daemon qui décident d'aller à Port-Réal sur la promesse d'Alicent que les portes lui seraient ouvertes et donc de devenir enfin reine. Elle arrive et on se dit, si réellement Rhaenyra devait être la reine qui fut promise et si elle avait un avenir devant elle, la façon dont elle arrive à Port-Réal, c'est d'une stupidité extrême, parce qu'elle va à la mort directement. Alors, sur la forme, c'est très bien, c'est en tension, etc., ça fonctionne. Si on y réfléchit un petit peu, ça ne tient pas debout. Et dans le livre, elle n'arrive pas à Port-Réal avec Daemon et aucune armée et essaie de prendre le pouvoir par la force. Non, dans le livre, on a les hommes de main de Daemon qui lui ont toujours été fidèles, qui l'attendent et qui lui ouvrent le passage. Donc ça se fait pas du tout de la même manière, parce que là, ils auraient dû crever comme une merde. Comment on faisait ? Ah bah c'est sûr que là, la prophétie, elle aurait eu du mal. Hein. Et la prophétie qui est là juste toujours pour nous rappeler Game of Thrones, c'est assez pénible de toujours mettre ça pour être le moteur de leur avancée. Non, ils devraient voir en Rhaenyra une reine et pas juste se dire par rapport à la prophétie, tu dois... Ça, c'est pénible parce que c'est juste le petit clin d'œil à chaque fois pour essayer de contenter les fans. Et je dois dire que tous ces personnages-là, ils manquent réellement d'épaisseur. Et on a, dans cette saison 3, une Rhaenyra qui montre qu'elle n'est pas une bonne reine et qu'elle se casse les dents. Alors, on a Rhaenyra qui ne sait pas parler correctement à ses dragonniers, qui les utilise comme des objets. Donc, évidemment, ils peuvent se sentir humiliés ou inutile et vouloir changer de camp. On a Rhaenyra qui ne sait pas s'adresser au peuple et on a Daemon qui, toujours fidèle à lui-même, propose le sang et la force. Et ils ont des dragons. Les dragons, c'est la force, c'est de demi-dieux. Ils ont le pouvoir de tout gouverner et de s'imposer. Voilà. Donc il a peut-être pas tort. Et dans le dernier épisode de cette saison 3, il lui explique, elle est en panique, elle dit on ne veut pas de moi comme reine et il lui dit écoute, c'est maintenant que tout se joue. Prendre Port-Réal, c'était facile jusque-là, mais c'est maintenant que tu dois montrer ton autorité et c'est maintenant qu'est ton défi. Et ça, j'ai plutôt bien aimé comment il faisait face aux épreuves. Lui, il est prêt en tout cas. Il est prêt à faire face. Et pendant toute cette saison, s'il y a bien un épisode qui, moi, m'a mis bouche bée, c'est l'épisode 3 où on est dans l'intériorité de Rhaenyra. On est au moment où elle prend Port-Réal, elle est devenue reine, et là, on voit toutes les épreuves qu'ils font face à elle. Et on reste centré sur elle tout au long de l'épisode, et c'est trouble. Et c'est un épisode qui est remarquable, qui est beaucoup moins dans le spectaculaire comme l'ont fait les 2 premiers épisodes, mais qui est beaucoup plus intelligent au niveau de son scénario, personnellement, je trouve. Alors, dans toute la saison, on va avoir évidemment le drame de Jack, le drame de son fils qui part à la guerre pour prouver sa valeur et se fait tuer.
et Rhaena Velaryon, pardon, qui va fuir à dos de voleurs de moutons, voilà. Et tout cet arc-là, je le trouve complètement con. Déjà, Rhaena, dont on se fout royalement, dont personne ne se préoccupe, on se demande pas ce qu'elle devient, etc. Et c'était pas elle dans les livres, normalement, qui était sur ce dragon-là. Là, on a voulu cumuler un personnage pour le faire devenir un peu plus important, et au final, on en fait n'importe quoi. Et puis, du côté de Jack, tout au long de la saison, on essaie de nous faire comprendre que c'était le preux enfant qui se dévoue à la guerre. Non, il est idiot, Jack. Jack, il a juste voulu montrer à sa mère qu'il était capable d'eux et vouloir impressionner sa petite amie. Mais c'est tout. Et honnêtement, ça en fait pas un bon personnage, c'est pas une bonne écriture. Dans les livres, ils vont pas à la guerre pour les mêmes raisons. Là, son fils, il meurt connement, mais de sa faute seulement. Donc, c'est pas du tout les mêmes manières de faire. Et puis, les livres nous ont toujours montré des personnages qui étaient des salauds, mais qu'on n'excuse pas. Ce que la série fait en permanence. La série, en permanence, essaie de justifier les actes de chacun. Alicent comprend mal les propos de Viserys au moment où il donne son dernier souffle, où il lui parle d'Aegon. Et donc, elle a l'impression que son fils doit être le futur roi parce qu'il lui demande, au lieu de Rhaenyra, ce qu'avait toujours été la promesse. Donc, elle trahit Rhaenyra en mettant Aegon sur le trône. Dans les livres, Alicent n'a jamais, à aucun moment, les propos de Viserys. On ne met pas un sous-entendu. Et Alicent met sciemment ses enfants sur le trône parce qu'elle le désire. Point. Du côté d'Aemond, quand il tue un des fils de Rhaenyra à la fin de la saison 1, eh bien, c'est pas le dragon qui a pris le contrôle et Aemond qui n'a pas su le gérer. Non, c'est Aemond qui sciemment veut tuer un des petits frères pour se venger de ce qu'il a vécu dans son enfance. Point. On n'est pas sur les mêmes trajectoires du tout. Et donc, on excuse beaucoup trop ces personnages-là depuis la saison 1. Et Alicent, honnêtement, c'est le personnage peut-être que je comprends le moins. Elle a trahi Rhaenyra pour ensuite revenir sur ses propos. Elle a pas donné d'amour à ses enfants, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont bien du mal à ne pas faire de mauvais actes par le manque d'amour. Eh bien, on voit que Aemond est complètement détruit et ça a amené à des tyrans. Et donc, elle est prête à trahir ses enfants, sauf Helaena, qu'elle est prête à sauver, mais on voit qu'elle fait des retours. Elle met ses enfants sur le trône. Ensuite, elle retourne du côté de Rhaenyra en s'excusant. Ensuite, elle fait que des erreurs. Et à chaque fois, ce personnage-là, qui était très important en saison 1 et qui avait beaucoup d'épaisseur et qui savait faire face aux personnages plus importants et leur résister, eh bien, on a l'impression qu'elle s'est écrasée et qu'ils ne savent plus quoi en faire. Et ça, c'est tragique. Le seul personnage qui, à mon avis, pour moi, a encore beaucoup de valeur, qui avait beaucoup de valeur, c'était Helaena. Helaena, c'est la pureté de la série. Helaena, c'est le personnage à l'image de Tommen de la famille Lannister qui subit les événements d'une famille qu'ils n'auraient jamais voulu. Ils auraient tous les deux voulu vivre à la campagne, vivre de choses plus simples et d'amour. Ils ont dû vivre avec le pouvoir et ça les a détruits tous les deux. Ils sont morts de la même manière, de la même fenêtre. Et il y a vraiment un écho qui se fait face à ces deux personnages qui étaient purement innocents. Et dans le dernier épisode de la saison 3, la voir faire face à Rhaenyra en lui disant « Tu es laide, tu es un personnage horrible et je te déteste. Et tu veux une prophétie, tu veux que je te dise que tu deviendras reine, je ne te le dirai jamais, reste dans ton doute. » Eh bien ça, c'est une des plus belles performances de l'actrice et un des plus beaux moments de la série. Voilà, ça j'ai adoré personnellement. Et si je dois dire que les 3 premiers épisodes de la saison 3 sont très bons parce que rattrape ce qu'on aurait dû voir dans la saison 2, le ventre mou d'épisodes 4, 5, 6 et 7 me tape sur le système. Tout ce qui se passe avec Tyland, Aegon et puis Larys m'ennuie à mourir et c'était évident qu'on allait avoir le retour du dragon, tant on mettait Aegon dans la boue et tant on essayait
de le rendre pitoyable. Il fallait qu'on le retrouve et qu'il s'élève de nouveau. Et il s'élève avec son dragon. Et le plan qui est très joli, c'est le plan où il crie Dracarys et il hurle, et où on voit la moitié de son visage brûlé et la moitié du visage, la moitié de la gueule de son dragon brûlée aussi. Il y a un joli écho qui est fait là. Mais les épisodes 4 et 7, 4 à 7, c'est d'une longueur abyssale. Et il y a des choses qui fonctionnent encore dans cette série. Les costumes, c'est très beau. On n'est pas à la hauteur de un Chevalier des Sept Couronnes, Knight of the Seven Kingdoms, qui était une série plus petite, qui marche beaucoup mieux en termes de série, parce que on n'a pas le spectaculaire, le grandiose et beaucoup de choses à narrer. On a les petites aventures d'un chevalier errant dans tous les 7 continents. Et ça marche beaucoup mieux. Et au niveau des costumes, au niveau des armures, etc., on avait beaucoup plus de gueule et beaucoup plus d'envie dans A Knight of the Seven Kingdoms que dans la série House of the Dragon. À quelques petites exceptions, par exemple l'armure de Daemon que j'adore et l'armure de Rhaenyra dans le dernier épisode qui est absolument à tomber par terre. Honnêtement, j'ai adoré sa transformation vers le mal. Et on a Hormoon, par exemple, qui est un méchant en carton, un méchant dont on dit qu'il ne supporte pas les odeurs. Et donc, on reste cantonné sur cette phrase pour dire attention, il faudra qu'il meure de cette façon. C'est vraiment stupide ce qu'ils en font. Je déteste. Par contre, il y a des personnages secondaires qui avaient peu d'importance en saison 2 qui s'en tirent beaucoup mieux. Le frère d'Alicent Hightower qui conseille Daeron, je trouve qu'il est beaucoup mieux écrit maintenant et qu'il a beaucoup plus de place et qu'il est beaucoup plus intéressant. Donc il y a des petites choses. Daemon, même s'il est caricatural et qu'il fonce dans le tas, je trouve qu'il a toujours de sa superbe. Je trouve que Rhaenyra, malgré ses erreurs, la performance de l'actrice fait que je reste accroché à ce récit. Et Aegon, malgré que j'aime pas beaucoup ce qui se passe avec lui, je trouve toujours qu'il est assez intéressant. Mais pour le reste, c'est du ventre mou. Corlys c'est aussi très intéressant parce que c'est un personnage qui reste droit dans ses bottes. Mais le reste de la famille Velaryon, Baela qui retrouve une amourette dans cette saison, c'est expédié en 2-2. Et les Rhaena, c'est pitoyable ce qu'ils en font. On n'en fait absolument rien d'ailleurs. Et je dois dire que tout ce qui est à côté, je suis en train de réfléchir. La famille Velaryon, c'est pas bon, et les dragonniers, c'est pas bon, on n'en fait rien. Et en fait, on se rend compte qu'ils ont voulu aller beaucoup plus dans l'action cette saison que dans la réflexion et dans l'avancée des personnages. Et donc, on a des sauts dans le temps et on a beaucoup de choses qui n'ont pas été expliquées ou étoffées. On aurait voulu que les personnages aient beaucoup plus de profondeur, que là, il y en a plein, on les a tellement pas vus, on n'a tellement pas fait évoluer leur récit que on s'en fout totalement. Et ça, c'est vraiment navrant. Je trouve personnellement que ça en fait 3 épisodes qui peuvent être sympathiques, mais qui sont là pour réellement conclure ce qu'avait été la saison 2. Après, on a le ventre mou affreux et le dernier épisode qui est là pour en mettre plein la vue et pour essayer de faire oublier aux spectateurs que juste avant, ils se sont totalement emmerdés. Et ça, c'est pas normal. Alors oui, le dernier épisode, au niveau de l'action, au niveau de la bataille, il est beaucoup plus amené et beaucoup plus construit. L'épisode 1, c'est une certitude. Au niveau bataille, pour petit écran, c'était vraiment somptueux. Parce qu'on a une bataille dans les airs, on a une bataille navale, on a une bataille sur terre. Et on doit conjuguer avec les 3 et le grand spectacle qui nous est montré. Oui, ok. Mais moi, ça m'a laissé un peu de marbre. Je vous dis, l'épisode en intériorité avec Rhaenyra, l'épisode 3 est celui que moi je préfère. Mais pour l'épisode de bataille, le tout dernier, pour cette saison 3, l'épisode 8, oui, c'était très intéressant parce que on va voir comment se passe la guerre de différents points de vue. Et donc, c'est là où on voit la force parce qu'on voit les stratégies, on voit comment vivent de l'intérieur les soldats Hightower, la population, Daemon, l'armée Stark, et je dois dire que le chef de l'armée Stark, il est badass à souhait et il m'a fait marrer de tout son long. On découvre à des moments le dragon d'Helena qui est sublime et on est tellement triste de se dire qu'on ne le reverra jamais.
tout cet épisode 8, il y avait une construction qui était très sympathique et très belle au niveau de l'action. Ça fonctionne très très bien. Mais c'est pour faire oublier clairement tout ce qui s'est passé avant et pour que les gens disent ah ouais c'est cool et ne restent fixés que là-dessus. Et quand elle referme Rhaenyra la fenêtre où Helaena s'est défenestrée, elle referme aussi la part d'humanité qu'elle avait en elle. Donc c'est pour nous montrer que cette fois-ci, la série va réellement aller de l'avant et réellement apporter le sang. Mais moi, j'aurais terminé chaque saison par des morts. On a beaucoup de morts dans House of the Dragon et c'est pour ça que je pense que dans la dernière saison, il va falloir que des morts soient expédiés et ce sera regrettable. Dans le livre, on a vraiment énormément de gens qui meurent. Et vouloir attendre pour les mettre tous dans la dernière saison, je trouve que c'est un peu dommage. La mort du fils de Rhaenyra dans la saison 1, c'était très bien. Dans la saison 2, il aurait fallu faire encore la mort de Jake. Ok. En saison 3, il aurait fallu montrer l'affrontement entre Aemon et Daemon, et je ne vous dis pas qui l'emporte. Mais voilà, on aurait dû conclure chaque saison par une mort brutale. Et pour moi, du coup, c'est une saison en demi-teinte, parce que je vous dis, je ne tolère pas ce qu'ils font des épisodes 4 à 7. Je trouve que réellement, c'est se foutre de la gueule des spectateurs et qu'il y a beaucoup de choses qui, sur la forme, marchent très bien. Je pense que le plus gros bon point de la série, c'est Jamin Djawadi, le compositeur de Game of Thrones et de cette musique. Lui, il est là depuis le départ et lui, c'est l'excellence. À chaque fois, il apporte quelque chose de nouveau. C'est magnifique. Le générique change au niveau de sa musique. Maintenant, il y a un thème en tension avec des tambours parce qu'il y avait eu, dans un épisode de la saison, une confrontation entre Ormund et Daemon. Je crois que c'est l'épisode 4 et qui commence avec des tambours. Et on l'a gardé ensuite pour le générique. Et c'est resté sur les autres épisodes après. J'adore. La broderie que fait Helaena, qui est le générique de House of the Dragon saison 3, je l'adore. C'est sublimissime. Et les décors, même si on va beaucoup moins en extérieur aujourd'hui, j'aime beaucoup encore ce qu'ils font et c'est solide. Mais au niveau de l'écriture, on sent que George R. Martin n'est pas là et on sent les facilités qui sont apportées et donc les baisses de régime des personnages. On se retrouve donc sur une série qui se rapproche de la fin de Game of Thrones dans ses facilités et dans ce qu'il y avait de moins bon. Alors est-ce que ça en fait une série mauvaise ? Pas du tout, mais on peut tout de même le regretter. À un moment idiot, par exemple, voyez les manteaux d'or, les hommes qui sont à la main, qui sont les hommes de main de Daemon. On nous apprend qu'ils se font décimer, etc., que la population les exécute. Ok, il y a un épisode où il y a 12 de ces soldats qui sont exécutés un peu à la manière du tableau de Jésus qui lui est au milieu avec tous les autres personnages autour de lui. Et donc la trahison qui se fait, ils sont tous exécutés. On se demande quand même comment la population a pu autant exécuter de personnes sans se faire repérer. Et puis merde, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas restés en groupe pour pouvoir être plus forts? Mais là, 12 de ces soldats exécutés comme ça, enfin il y a des choses, c'est pas crédible. Comment Daemon et Rhaenyra entre à Port-Réal, c'est pas crédible. Comment Rhaena sur vos voleurs de moutons poursuit sa trajectoire, etc., sans que tout le monde se demande ce qu'elle est devenue, ce n'est pas crédible. Il y a plein de choses comme ça qui sont en baisse de régime et qui sont en baisse de régime parce que Ryan Condal n'a pas voulu être fidèle aux écrits de George R.R. Martin, tout simplement. Et je dois vous dire que Ulf et Hugh, principalement Hugh, malheureusement pour moi, eh bien, il est en baisse de régime et il ne sert pas à grand-chose non plus. Donc, vous voyez, ça vous fait énormément de personnages qui sont réellement mal foutus, mal amenés, et on se demande, du coup, comment ils vont conclure, comment cette saison 4 apportera quelque chose de sublime. Moi, je me pose des questions et je ne suis pas sûr qu'ils puissent y arriver. En tout cas, de toute façon, ils n'arriveront jamais à l'excellence de la saison 1. Et peut-être qu'il faudrait ne revoir qu'elle se conclure avec la mort de Viserys et lui qui voit ses enfants, qui les voit avec un œil positif, qui a l'impression de partir sous de beaux auspices avant que tout n'éclate.
Et c'est pas le cas, c'est pas le cas. Donc voilà, il y a de très bonnes choses visuelles, de très bonnes choses au niveau des costumes, des interprétations, des comédiens, de la forme, mais sur le fond, vraiment, ça s'effrite. Et je vous dis, on est vraiment sur ce qu'était Game of Thrones dans ces dernières saisons. C'est pas le pire de ce qui se fait à la télé, bien au contraire, mais on a beaucoup d'exigences sur les récits de cet homme. Et quand il y a un tout petit peu de baisse, bah on le ressent. Tout, du coup, devient beaucoup plus aseptisé. Et c'est pas ce qu'on attend des récits de George R.R. Martin. C'est pour ça que personnellement, moi je suis en colère et j'irai jusqu'au bout, mais mon intérêt pour la série, bien évidemment, a diminué. C'était tout pour moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Il faut retenir l'armure de Rhaenyra qui a tombé par terre dans ce dernier épisode. J'adore ce qu'on en fait. J'adore ce qu'on en fait. Et je trouve que de la famille Velaryon, Aline s'en sort beaucoup mieux. Le bâtard de Corlys a de la gueule, a de la prestance. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout, de m'avoir suivi, d'avoir écouté mes dires. N'hésitez pas à me dire votre ressenti sur la série également, à vous abonner, vous avez juste un clic à faire. C'est pareil pour liker la vidéo, c'est juste un clic. Pour les commentaires ou autres, c'est à votre bon plaisir. Mais en tout cas, je vous demande peu. Merci d'avoir été au bout. J'espère que je vous aurai apporté des petites choses. Oui, c'était un épisode, une discussion avec spoiler, mais en même temps, si vous venez sur cette vidéo, j'imagine que vous avez vu toute la saison. Je vous le souhaite en tout cas. Et je vous invite grandement à lire ce qui est l'œuvre de George R.R. Martin, qui est un livre fabuleux. Et voilà, je ne peux que vous le conseiller. Pour moi, c'est un immense livre, à l'image de Dune, etc., dans un autre style, dans un autre genre. George R. Martin, plus qu'avec Game of Thrones presque, parce que là, c'est un seul et même livre qui conclut les 4 saisons. Ça, pour moi, c'est extraordinaire dans la manière d'amener le récit. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup. Bien évidemment, on se retrouve très vite pour parler de films et de séries. Pourquoi parler d'autre chose ?